Donc vient maintenant le grand moment. Allez. Donc, hop, je vais projeter le diaporama de Nathalie. Je fais juste par Zoom aussi pour que nos collègues puissent le voir. Et c'est parti. Bonjour, grand merci pour l'invitation. Un grand merci à Jean-François, Marcel, Alban et Christophe de m'avoir invité à cette réflexion très stimulante. Donc, moi, j'ai intitulé cette intervention « Intersection synergique dans l'évaluation écologique ». Donc, par rapport à ce triptyque qui est au cœur du colloque pour penser une évaluation émancipatrice, ma réflexion s'inscrit dans un long chemin depuis ma thèse en travaillant sur les dispositifs d'évaluation dans l'enseignement supérieur et sur les conditions de dynamique d'évaluation formative par opposition aux dynamiques de contrôle. Alors, en chemin, au fil du temps, j'en suis arrivée à développer l'idée d'une évaluation écologique qui pose la question des synergies. Alors, ça s'inscrit dans toute une généalogie qu'il me semble intéressant de rappeler. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'évaluation écologique ? Alors, l'évaluation écologique rejoint une perspective d'évaluation émancipatrice et capacitative parce qu'elle va offrir à chacun des marges de manœuvre. Elle inclut non seulement l'injonction à la participation, omniprésente dans les projets de politique publique, avec une intensification des méthodes participatives et collaboratives qu'on trouve aussi dans la recherche et dans les pratiques pédagogiques. Mais c'est aussi prendre au sérieux dans toute évaluation de chaque milieu de la situation spécifique. Une telle optique amène à interroger tout particulièrement la complexité des partages en jeu, étant donné la nécessité de tenir compte des expériences situées à la fois dans des contextes spécifiques, mais aussi dans des trajectoires de vie, ce qui requiert de travailler à différents niveaux d'analyse et d'interrelation. Alors, si on part de pratiques évaluatives qui ne sont pas émancipatrices, mais aliénantes, qu'il s'agisse des individus ou des institutions, on pourrait dire que ce sont des pratiques basées sur la note et le classement qui sont renforcées par le machinisme numérique. Alors, ne faut-il pas envisager une visée émancipatrice de l'évaluation comme occasion d'offrir aux parties prenantes des occasions de transformation personnelle et collective, ce qui entraîne la question de l'activation des processus de subjectivation et d'intersubjectivation. Ce que je vous propose, c'est de resituer une certaine généalogie de l'évaluation. Au fil du temps, l'étude théorique, critique et opératoire des pratiques et dispositifs d'évaluation et de leurs effets m'a amené à considérer l'importance de la pluralité des paradigmes d'évaluation, leurs antagonismes, mais c'est aussi leur coexistence. Alors, mon intervention est construite en 4 points. Tout d'abord, je vais resituer la superposition des principales générations de paradigmes d'évaluation, que j'appelle désormais strates de l'évaluation. Interroger le seuil d'une nouvelle strate d'évaluation écologique. Le chantier d'une évaluation écologique émancipatrice et l'enjeu d'une méthode synergique. Alors, repartons du point 1, la superposition des strates de l'évaluation. Alors évidemment, pour nous qui travaillons sur des questions d'évaluation, c'est quelque chose que nous connaissons bien, mais quand on se retourne, c'est très intéressant de considérer les classifications de l'évaluation qui se sont développées au cours du XXe siècle. Non seulement il y a une multitude de modèles d'évaluation,
Rien que pour l'évaluation de programmes, Stoffel-Beam en répertoriait déjà 21 en 2001. Mais de plus, il semblerait bien qu'il y ait également autant de propositions de classement que d'auteurs. Il est question d'âge de l'évaluation, de conception, de génération, de perspective, de modèle, de paradigme. Alors, à partir de l'analyse de ces différentes classifications au cours de mon HDR, j'en suis arrivée à une cartographie de 3 principales strates d'évaluation pour finalement en proposer une 4e. Alors, une première strate mesurante et standardisante. Alors, cette strate a largement porté et porte largement les efforts sur l'élaboration d'outils de mesure, sur l'explicitation de référentiels et d'indicateurs de performance individuelle, ainsi que sur des tests standardisés. Bon, c'est tout le champ de la psychométrie qui est ici concerné, et ce qui a été produit dans les années 50 se prolonge. On pourrait citer par exemple Cronbach et ses travaux en psychométrie qui sont encore référents, et la question toujours ouverte de la validité, ou plutôt des processus de validation de ces démarches. Alors, cette strate d'évaluation, qui est fondée sur le paradigme de la mesure quantitative, s'est encore renforcée en liaison avec les outils numériques et puis des méthodologies consolidées. Elle reste prégnante et dominante. Une deuxième strate, on pourrait dire, c'est le qualitatif, qui finalement a été initié et développé pour dépasser les limites du paradigme de la mesure, afin de traiter la complexité et la diversité plutôt que de les réduire. La génération qualitativiste souligne, notamment avec Buba et Lincoln, qui ont développé leur théorisation dans les années 80 et les années 2000, l'importance du qualitatif, au sens de la contextualisation, de la régulation, dans une perspective constructiviste. Il ne s'agit pas, dans cette perspective, de mesurer quelque chose déjà existant, mais de l'inscrire dans un processus en construction. Alors, une troisième strate, c'est la strate de la participation. Alors, on pourrait citer Stay, qui a eu un rôle pionnier, avec en 1975 Evaluating the Arts in Education, a Responsive Approach, et le courant des recherches participatives, des recherches collaboratives, des recherches interventions, courant très actif dans le domaine de l'évaluation de nos jours. On a eu, et il y aura d'autres présentations. Dans cette strate d'évaluation, l'accent est mis sur l'importance de la construction partagée du sens et de la décision, ce qui amène à questionner aujourd'hui les enjeux de démocratisation de l'évaluation. Alors, ne sommes-nous pas aujourd'hui au seuil d'une nouvelle strate d'évaluation, l'évaluation écologique? Alors, cette strate qui semble se dessiner vise à faire tenir ensemble les différentes strates que nous avons mentionnées: mesure, qualitatif, participation, différentes strates qui de fait coexistent. Alors, plutôt que de situer ces strates comme une succession de générations où les unes se substitueraient aux autres, c'est la question des synergies entre les strates qui est en jeu. Tout l'enjeu des synergies de l'évaluation écologique, c'est d'affronter et de faire tenir ensemble les contradictions et les conflits, et non pas de réduire les situations d'évaluation à des synthèses abstraites qui résoudraient magiquement les divergences en cherchant à les faire disparaître. Il y a quelque part une utopie du partage et du consensus, comme d'ailleurs, ainsi que le soulignait Charles Hadji, une utopie de l'évaluation formative dans une culture de la compétition et du classement.
En effet, il y a plus d'une façon d'évaluer qui coexiste et nombre de dissonances et de controverses s'expriment, mettant en évidence l'importance d'en prendre la mesure au moment où on s'intéresse à une évaluation émancipatrice. Alors, le chantier d'une évaluation écologique émancipatrice, pour moi, enfin, dans ce chantier, je pense que 3 types de synergies sont à mobiliser. Tout d'abord, les synergies disciplinaires et interdisciplinaires. Là, c'est aussi faire face à l'émiettement des savoirs et des pratiques scientifiques. Deuxième type de synergie, les synergies dialogiques entre les parties prenantes. Elles sont clés pour prendre en compte le champ relationnel et la double dimension de l'individuel et du collectif. Et les synergies écosystémiques du milieu dans son ensemble qui mettent en jeu à la fois le niveau institutionnel et les situations spécifiques. Alors, je renvoie notamment sur cette partie-là l'ouvrage collectif que nous avons coordonné avec Christophe Gremion suite au colloque de l'ADME Europe, qui questionnait plus particulièrement les ruptures, les continuités, mais aussi les relations, les confrontations entre contrôle, normalisation et développement formatif dans l'évaluation. J'en arrive au point 4, l'enjeu d'une méthode synergique. Alors, l'évaluation écologique, elle est à situer dans un processus situé, ouvert aux différentes échelles de temps, aux interdépendances interindividuelles, sociales, économiques, politiques et culturelles. Une telle perspective ne fait pas système a priori. Elle tend au contraire à intégrer les singularités, les multiplicités, les devenirs et le participatif. Il est de plus en plus question dans le champ de l'évaluation, et dans tous les champs à vrai dire, de production de collectifs, incluant différentes parties prenantes d'une communauté. Et pourtant, les travaux de recherche montrent clairement que la pratique du coopératif, qui est loin d'être simple, appelle des dispositifs appropriés pour la soutenir. En l'absence de tels dispositifs, pour s'accorder sur les pratiques du métier, tout en assumant les différences de point de vue, les conflits, c'est le point institutionnel et les dynamiques relationnelles aléatoires, plus ou moins aléatoires, qui en viennent à supplanter les ajustements et les articulations mutuelles nécessaires à une évaluation émancipatrice. Pour terminer ce point, j'évoque rapidement les axes méthodologiques retenus dans une recherche en cours. Il y a une formation de formateurs d'enseignants où c'est précisément le croisement synergique qui est en jeu entre les disciplines, les personnes et le milieu professionnel. La méthodologie adoptée tente de mettre en commun les savoirs et les expériences évaluatives. Elle s'élabore autour de 2 entrées principales, l'AVEC en tant que mise en commun des savoirs et des expériences évaluatives, les reliances entre ces expériences évaluatives situées dans un milieu spécifique et des exigences nationales, transnationales. Quel paradoxe affronter ensemble? Quel référentiel commun établir? Quelle relance personnelle et professionnelle enclencher? L'objectif ici est d'étudier comment les différentes intersections prospectées à partir des expériences évaluatives des personnes peuvent être source de partage et de questionnement commun, ce qui devrait participer d'une affirmation professionnelle plus émancipée au regard de la tension fondamentale entre évaluation normative et évaluation formative au sens large. Alors, pour conclure
cette intervention, je dirais donc que l'évaluation écologique s'inscrit dans une perspective émancipative et capacitatrice. Elle invite à imaginer, à construire des méthodes et des dispositifs synergiques afin d'intégrer des complexités de différents types, en ménageant à la fois le niveau des situations locales et des dimensions transversales. Ainsi, au travers des recherches que j'ai menées à propos des dispositifs d'évaluation, il m'apparaît de plus en plus nécessaire d'expérimenter des médiations psychosociotechniques situées et coopératives. Ce sont des dispositifs qui sont envisagés moins comme des procédures que comme des dynamiques de champs relationnels capables, potentiellement, de créer des conditions propices à des déploiements créatifs entre parties prenantes. Retrouver les voies d'une évaluation émancipatrice, c'est provoquer une rencontre intégratrice autour du sens de l'évaluation. La dimension politique de cette entreprise en est une composante principale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. Hop, et comme donc, je l'ai introduit tout à l'heure, je vous propose que nous passions à la présentation de François Galichet. Bien, on m'entend? Bon, si on m'entend, ça va. Oui, alors, depuis le début de ce colloque, plusieurs interventions, à commencer par François Julien. Oui, pardon. Ont relevé le caractère d'oxymore de la notion d'évaluation émancipatrice. Bon, pour résumer ça en quelques mots, puisque ça a déjà été abondamment développé, l'émancipation est liée aux idées de liberté, d'autonomie, alors on peut distinguer liberté et autonomie, bien sûr, spontanéité, créativité, etc. L'évaluation, spontanément, est liée aux idées de normes, de critères prédéterminés. Enfin, ça a été beaucoup développé sur différents registres, je n'y reviens pas. Même ce qu'on appelle l'auto-évaluation, qui pourrait sembler émancipatrice, les enseignants que beaucoup d'entre nous sommes savent bien que, et dans les entreprises c'est pareil, souvent l'auto-évaluation est encore plus aliénante, encore plus oppressive que l'hétéro-évaluation, parce que précisément, elle implique une intériorisation de normes, donc on les a en soi au lieu de les avoir hors de soi, mais c'est pire, à la limite c'est presque pire, hein, et ça n'a rien à voir avec l'autonomie telle que l'entendait Kant, par exemple, ou d'autres. Donc, j'ai essayé d'abord, dans un premier temps, de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'évaluatif dans le processus d'émancipation, et à l'inverse, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'émancipateur dans une évaluation et à quelles conditions une évaluation est émancipatrice. D'où le titre de ma communication, ça sera le premier temps de ma réflexion, qui ne sera pas très long. Et puis, dans un deuxième temps, j'exposerai différentes expériences d'ateliers philo à l'école primaire, puisqu'on est un certain nombre à être engagés là-dedans. Et donc, qu'est-ce que ces ateliers philo apporte à l'idée d'évaluation émancipatrice. Et je terminerai en exposant une expérience qui a été faite par un formateur de Franca, qui est ici présent, Claude Escaut, dans un collège de Strasbourg, et à l'occasion de ce colloque. Je lui ai demandé de faire cette expérimentation précisément pour le colloque, qui sera là pour éventuellement en parler s'il reste du temps. Alors, pour ce qui est des aspects évaluatifs de l'émancipation, je m'appuierai très brièvement sur un livre de Luc Boltanski qui s'appelle « De la critique, sociologie de l'émancipation », dans lequel il décrit un processus d'émancipation que j'ai repris d'ailleurs dans mon livre et commenté dans mon livre sur l'émancipation. Et pour lui, toute émancipation passe par différentes étapes. La première étape, c'est ce qu'il appelle le décalage entre la réalité et le monde. Alors, pour dire les choses très vite, la réalité,
c'est, comment dirais-je, tout ce qu'il y a de dur, de stable, de figé, en quelque sorte, dans ce qui nous entoure, hein, c'est-à-dire évidemment les normes, les lois, les institutions, voilà, la réalité, c'est tout ce qui existe là, pesant, stable, résistant et même contraignant, je dirais. Et puis, à cette idée de réalité, Luc Boltanski oppose un autre concept, le concept de monde. Pour lui, le monde, c'est au contraire tout ce qui stabilise, tout ce qui déstabilise, tout ce qui fluidifie, tout ce qui vient modifier, fissurer, comme dirait François Julien l'autre jour, fissurer ce que la réalité a justement de stable et d'immuable, en quelque sorte. Et pour lui, pour qu'il y ait émancipation, il faut qu'il y ait déjà des décalages entre la réalité et le monde. C'est-à-dire qu'il faut que il apparaisse un certain nombre d'anomalies, par exemple, contradiction entre l'égalité affirmée comme un principe de notre démocratie, de nos démocraties libérales ou de notre République française, et puis les multiples inégalités, y compris à l'école, que nous constatons, hein, alors même que l'école se veut justement le ferment ou le principe de l'égalité républicaine depuis Jules Ferry et même depuis Condorcet. Donc relever ces décalages, hein, comme l'a fait Bourdieu par exemple dans sa sociologie, dont se réclame Luc Boltanski, et les vivre au quotidien. Hein. L'école n'est pas si égale que ça, elle n'est pas si juste que ça. C'est déjà une manière de commencer le processus d'émancipation. Autre exemple, contradiction par exemple entre le principe du respect de la vie, qui est affirmé comme un principe fondamental, éthique et moral, et puis les multiples transgressions de cette valeur dans les pratiques courantes, dans un certain nombre de pratiques courantes, que ce soit de soins, que ce soit de la fin de vie ou d'autres choses de ce genre. Donc, on voit déjà qu'à ce stade-là, l'émancipation n'est pas encore évaluative, mais néanmoins, elle est déjà une contestation des normes existantes. L'égalité, ce n'est pas si simple que ce que vous dites. L'égalité, il faut réfléchir là-dessus. C'est plus et autre chose que ce qu'on en dit. Le « on » étant entre guillemets, bien sûr, ce que l'institution en dit, ce que les idéologies officielles en disent, etc. Il faut aller plus loin, en quelque sorte. Donc déjà là, on voit que l'émancipation met en cause les évaluations dominantes. Deuxième étape du processus, ensuite, d'émancipation, ce que Boltanski appelle la montée en généralité, c'est-à-dire une réflexion qu'on pourrait dire universalisante. Autrement dit, je passe du constat d'une anomalie précise, comme par exemple ce gamin-là, il ne réussit pas à l'école, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la faute de ses parents, ce n'est pas normal qu'il ne réussisse pas alors que l'école devrait tout faire pour qu'il réussisse. On passe du cas singulier de cet enfant-là à une théorie générale de l'école comme reproductrice en quelque sorte des inégalités, etc. Donc on passe à des thèses générales, cette société est injuste ou cette école est injuste telle qu'elle fonctionne actuellement. Et là, un certain nombre de sociologues et d'historiens ont repéré le rôle essentiel d'un sentiment qui s'appelle l'indignation. Je me réfère en particulier au livre de Claude Ambroise Rendu et Christophe Delporte qui s'appelle « L'indignation, histoire d'une émotion politique et morale » qui a été publié en 2008, qui est consacré à l'étude de l'indignation dans l'histoire. J'ai moi-même organisé ici à l'Université de Strasbourg un colloque sur l'indignation en, disons, 2010 ou un peu après. Donc, c'est une émotion qui est provoquée par une dégradation de l'humain en l'homme, en soi-même ou en autrui. C'est la définition qu'en donne Claude Ambroise Rendu. C'est un sentiment qui exprime des valeurs. Et donc, on voit bien que là, l'indignation est en elle-même une démarche évaluative. Quand je m'indigne de quelque chose, je porte évidemment un jugement négatif, un jugement critique sur ça. C'est pas juste, ça devrait pas être comme ça. Donc l'indignation est en elle-même une évaluation. Comme le dit, je cite encore Ambroise Rendu et Christian Delporte, c'est une affirmation explicite ou implicite d'une norme, vous voyez les normes, on est bien dans l'évaluation, d'une norme du tolérable, du juste, d'une valeur de dignité. Et ça passe par un travail de conceptualisation. Il faut se demander évidemment qu'est-ce que c'est qu'être juste, qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est qu'être bon, qu'est-ce que c'est qu'être digne, qu'est-ce que la dignité. Sur la fin de vie, il y a quand même beaucoup de débats sur la notion de dignité. Et donc un travail aussi de critérisation
puisqu'il faut définir les critères du juste, les critères du bon, les critères du digne, etc., etc. Et on verra tout à l'heure dans cet atelier philo quelques exemples de cette réflexion chez des enfants. Et puis enfin, troisième étape du processus émancipateur, la décision, pardon, l'application, la résolution, c'est-à-dire le passage à l'action, en gros, la révolte. Je me révolte, je défile dans la rue, je m'enchaîne à un pilier pour protester, je fais de la désobéissance civile, etc. Il y a de multiples manières, évidemment, de faire passer à l'acte le processus émancipateur. Et là aussi, on peut dire qu'il y a un aspect évaluatif, puisque, au fond, l'action militante, quelle qu'elle soit, c'est toujours le passage d'une évaluation théorique à une évaluation en acte, d'une évaluation qui soit transformatrice et même quelquefois révolutionnaire. Voilà. Donc, c'est pour ce qu'on appelle le stade pratique de l'évaluation émancipatrice. Alors, on pourrait donner, mais là, je n'ai pas le temps de développer, par exemple, la manière dont la lutte pour obtenir l'interruption de grossesse pour les femmes, l'IVG, c'est fait. Ça se fait d'abord par des cas individuels, des scandales individuels de jeunes femmes qui étaient victimes, qui mouraient parce qu'elles avaient dû avorter dans la clandestinité. Donc ça, c'est la première étape. Puis monter en généralité, on prend conscience qu'il y a là un problème de l'avortement en France et dans le monde, un problème général. Et puis la troisième étape, c'est toutes les luttes qui ont eu lieu, qui ont abouti à la légalisation de l'IVG en France comme dans d'autres pays. On pourrait faire le même exemple pour l'IVG, pour la fin de vie, pardon. Alors maintenant, donc ça, j'ai essayé de montrer en quoi, dans toute émancipation, dans tout processus émancipateur, il y a des aspects évaluatifs. Maintenant, je vais essayer très rapidement aussi de voir à quelles conditions une émancipation peut être une évaluation, pardon, peut être émancipatrice. Donc, c'est le tableau que vous voyez là. On peut envisager une évaluation de différents points de vue. D'abord, qui en a l'initiative? Donc, dans l'évaluation que j'appellerais autoritaire, si vous voulez, c'est évidemment l'autorité, le supérieur, les programmes ou les instructions ministérielles, l'institution, disons, telle qu'on en a parlé déjà depuis la conférence de François Julien jusqu'à maintenant. Donc, c'est l'institution qui a l'initiative de l'évaluation. Dans une évaluation émancipatrice, c'est évidemment la personne elle-même qui est à l'origine de la décision d'auto-évaluer. Je donnerai des exemples tout à l'heure dans les ateliers philo et aussi peut-être à propos d'une autre situation. Ensuite, qu'est-ce qui est évalué? Comme on l'a dit, donc je ne développe pas, quand on me l'a dit, c'est l'adéquation aux normes préexistantes. L'exposé de ce matin l'a déjà montré. En revanche, ce qu'on évalue dans une évaluation émancipatrice, c'est une adéquation aux normes choisies, aux normes qu'on a soi-même définies selon la première rubrique du tableau. Qui évalue? Dans la perspective d'une évaluation autoritaire, c'est l'agent de l'institution, donc l'enseignant, le formateur en entreprise, etc. Dans une évaluation émancipatrice, ici encore, c'est la personne elle-même qui s'auto-évalue, mais d'une auto-évaluation qui n'a plus rien à voir avec celle dont je parlais tout à l'heure, qui était une simple intériorisation de normes extérieures. Voilà. Alors, ce que vise l'évaluation, là aussi, ça a été dit, donc l'évaluation normative et autoritaire vise évidemment l'adaptation, la conformité, l'efficacité, je n'y reviens pas là-dessus, ça a été très développé. En revanche, dans une évaluation émancipatrice, c'est une maximisation de la liberté, une maximisation de la capacité réflexive. J'en donnerai des exemples concrets tout à l'heure à propos de la philosophie, de l'évaluation de la pratique philosophante à l'école et au lycée. Et puis enfin, combien de temps dure l'émancipation? Il me semble encore que dans une évaluation autoritaire, cette évaluation est toujours limitée, c'est toujours pressé et pressant une évaluation parce qu'il y a des échéances de certification, par exemple dans l'entreprise, de l'examen. Les enseignants sont toujours pressés parce qu'ils manquent de temps par rapport au bac ou par rapport aux examens. En revanche, dans les évaluations émancipatrices telles qu'elles se pratiquent dans les ateliers philo ou dans d'autres contextes, l'évaluation est, pour ainsi dire, illimitée. Elle est sans fin. Sa durée est indéterminée. Comme disait Lacan, la cure analytique n'a pas de fin. Elle se poursuit toujours. Freud le disait déjà, même si elle s'arrête formellement, elle continue toujours. C'est un peu la même chose pour cette évaluation. Alors, j'en viens maintenant à un exemple concret.
de plusieurs ateliers, enfin de divers ateliers philo, dont certains que j'ai animés, d'autres c'est Claude Escaut ici présent qui les a animés, puis il y a bien d'autres animateurs en France ou ailleurs qui pratiquent l'atelier philo, qui est maintenant une pratique assez bien connue. Alors, je dirais que dans les ateliers philo, on assiste à trois types d'évaluation, trois grands types d'évaluation qui, bien entendu, se chevauchent. Ce n'est pas quelque chose de tranché. Bon. D'abord, ce que les enfants spontanément évaluent, c'est le monde. Justement, le monde, la réalité, au sens, on parlait tout à l'heure avec Boltanski, c'est-à-dire que toute réflexion philosophique démarre d'abord par une évaluation spontanée de ce que l'enfant a autour de lui. J'en donnerai quelques exemples. Voilà, pour la justice, par exemple, c'est un débat sur la justice. Il y a des gens qui ont 0 sous, ils n'ont plus rien, et il y a des riches, il y en a qui ont presque tout et ils se moquent des pauvres. C'est pas juste. Vous voyez, l'enfant commence par noter un fait, et puis à partir de là, il généralise en disant c'est pas juste, ce qui suppose une certaine notion de la justice. Un autre qui dit pour moi l'injustice, c'est quand quelqu'un fait une bêtise et dit que c'est quelqu'un d'autre et la personne se fait engueuler. Donc là, on voit que c'est le processus inverse. Il se demande ce que c'est que la justice en général et il essaye de donner un cas concret, quelqu'un qui se fait punir à la place d'un autre. Un troisième dira le racisme, je trouve que ça, c'est de la justice. Là, on reste au niveau de l'abstraction. Racisme et injustice sont deux concepts généraux, abstraits, universels, etc. Et donc, l'enfant reste là au niveau d'une définition, je dirais, conceptualisante. Et puis enfin, le dernier, même chose pour le dernier. Pour moi, l'injustice, c'est de ne pas respecter la loi, c'est d'être hors la loi si l'on veut. Vous voyez, donc déjà, rien que dans ces 4 exemples, et puis je pourrais en citer évidemment bien d'autres, on a déjà 4 principes, 4 critères différents d'évaluation. Dans le premier cas, la justice est liée à l'égalité, et donc l'injustice, c'est l'inégalité, ou l'inégalité, c'est l'injustice. Dans la deuxième citation, le critère, c'est le mensonge. L'injustice, c'est le mensonge. Être juste, c'est être véridique, c'est dire la vérité, y compris quand on risque de se faire punir. Dans le troisième, c'est le racisme, donc c'est la discrimination. Et dans le quatrième cas, c'est la conformité à la loi, respecter la loi existante. On n'est pas dans la loi morale ici, on est dans la loi telle qu'elle fonctionne. Donc évidemment, il y a matière à discuter déjà rien que des critères, de ces 4 critères. Et encore une fois, dans le débat sur la justice que j'avais animé, il y avait plus que 4 critères. J'ai pris ces là parce qu'ils étaient les plus apparents. Donc, on voit que là, il faut harmoniser. On est tout à fait dans ce qu'on disait tout à l'heure et puis dans ce qu'on disait aussi ce matin. On a une diversité et une contradiction des critères d'évaluation. Et donc, tout le débat philo va consister à savoir comment les rendre cohérents, comment passer de cette décoïncidence dont parlait François Julien à une, non pas coïncidence, il ne s'agit pas de les unifier, mais au moins à une cohérence, je dirais plutôt cohérence que coïncidence. Voilà. Alors ce travail peut donner lieu même à des exercices systématiques. J'en donnerai un exemple d'atelier que j'ai animé dans le cadre des Francas avec des animateurs philo, des diapos suivantes. Voilà. J'ai proposé un exercice de photolangage de situations en ligne. J'ai proposé 9 images correspondant à 9 situations indignes. Alors, je vais dire rapidement, enfin, dites indignes, qu'on considérait généralement comme indignes. Donc, la première image, elles ne sont pas dans l'ordre, donc je les donne dans l'ordre. Donc, la première image, c'est des femmes, le concours de beauté de femmes obèses. La deuxième, en suivant la ligne horizontale, c'est un enfant à Madagascar qui fouille dans une décharge d'ordures. La troisième image, c'est des femmes en burqa. Si on passe à la deuxième ligne, la quatrième image, c'est un concurrent de l'émission Koh-Lanta qui patauge dans la boue et qui avale même de la boue parce qu'on lui a demandé de faire ça, bien sûr, parce que ça fait vendre, ça augmente les audiences et tout ça. Le cinquième, c'est un lancer de nains. Vous savez, c'était à un moment donné de nains consentants, mais qui acceptaient qu'on les lance. Alors, ça a suscité beaucoup de polémiques. Est-ce qu'il faut interdire les lancers de nains, même quand c'est… Évidemment, quand c'est pas consentant, ça va de soi. Mais quand c'est consenti par la personne, est-ce qu'il faut ou pas? La sixième image, c'est un noir qui était fouetté aux États-Unis à la fin du siècle dernier ou au début de ce siècle au pilori. Donc, vous voyez, il a dos dégradé. Donc là, c'est vraiment, on est tout proche de l'esclavage. La septième, c'est une prostituée dans la rue. La huitième, c'est des personnes qui est au Resto du Cœur, qui vient prendre de la nourriture au Resto du Cœur.
et la 9e, c'est un SDF dans la rue. Voilà. Donc, j'ai proposé aux participants, ces 9 situations sont généralement considérées comme indignes, à des degrés divers. Je vous propose de les hiérarchiser, c'est-à-dire de dire quelle est pour vous la situation, alors n'oublions les images, hein, la situation qui pour vous est le comble de l'indignité, hein, et celle qui au contraire représente peut-être une situation indigne, mais moins grave, moins forte en quelque sorte, moins intense que les premières. Donc, là, je n'ai pas le temps évidemment de vous donner les détails, mais ça a suscité plein de discussions, plein de réflexions, et donc à partir de… Et on est bien là aussi dans une évaluation, puisqu'il s'agit d'évaluer des situations par rapport à un critère qui est la notion de dignité ou d'indignité, qui en est le contraire. Voilà. Voilà pour ce qui est de premier aspect évaluatif des ateliers philo, donc évaluation du monde au sens large du terme, de situation, de réalité, etc. Deuxième aspect, l'évaluation de soi. Et pour donner un exemple, je prendrai l'exemple d'un débat que j'ai animé d'ailleurs ici même à Strasbourg, ça fait déjà plus de 20 ans, dans une classe de Cronenbourg. Et c'était donc, le sujet, c'était « Qu'est-ce qu'être normal ?» Et donc, les enfants ont proposé plein de critères de ce que c'est qu'être normal. Donc, être normal, est-ce qu'on est ou est-ce que je suis, moi, normal ou pas normal? Donc, vous voyez, quelques-uns ici, être normal, c'est ne pas être handicapé, ne pas fumer, ne pas se saouler. Hein. Vous voyez qu'ici, j'ai mis en italique, ça c'est mon commentaire de moi, bien sûr, ce n'est pas les enfants qui ont dit ça, mais là, on voit qu'on a un critère médical, hein, le normal par rapport au pathologique, hein, le pathologique pouvant être le handicap, bien entendu, mais aussi au sens large, toutes les addictions qui ont toujours un aspect un peu médical aussi. D'autres enfants ont dit être normal, c'est aller à l'école, c'est travailler. Donc là, on voit c'est un critère plutôt social, c'est-à-dire que normal ici signifie être habituel, être fréquent, être ordinaire. Dire petite parenthèse, c'était une classe Freinet et les enfants se sont demandé est-ce que notre classe elle est normale, parce qu'évidemment c'était la seule classe Freinet de l'école. Donc les enfants avaient parfaitement conscience que ce qu'ils faisaient dans leur classe, le conseil, le quoi de neuf, etc., les autres enfants ne le faisaient pas. Donc, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que normal, ça veut dire bien ou pas? Vous voyez le genre de discussion que ça suggérait, c'est chez les enfants, toujours en rapport avec une évaluation. Comment faut-il évaluer notre propre classe par rapport à sa pédagogie? Troisième type de réponse, ceux qui volent, ceux qui brûlent, les voitures, ils ne sont pas normaux. C'était un peu après la Saint-Sylvestre à Strasbourg, il y a 20 ans. Donc là, le critère de la normalité est légal. Normal s'oppose à déviant, délinquant, tout ce que vous voudrez, etc. Quatrième réponse, un enfant a dit en Turquie, il faut payer pour aller à l'école, c'est pas normal. Donc là, on voit bien que la normale, ça veut dire juste, hein, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et enfin, cinquième critère, mais il y en a eu d'autres qui après sont apparus avec la discussion, être normal, c'est être bien dans sa peau. Là, c'est ce que j'appellerais un critère psychologique, c'est-à-dire normal signifie pour cet enfant être équilibré, être heureux. C'est le critère un peu du développement personnel. Il faut le bien-être, le bonheur que chacun doit éprouver et qui serait un signe qu'il est normal. Hein. Voilà, donc vous voyez que là encore, cet atelier philo, ce débat philo, tourne autour de questions d'évaluation de soi-même par rapport à différents critères qui, là encore, s'enchevêtrent, s'entrelacent, se chevauchent en quelque sorte, plus ou moins. Et puis enfin, j'en viens à un troisième aspect, c'est l'évaluation par rapport à la pratique même du philosophie. Et c'est là que je me réfère à l'expérience qu'a menée Claude Escaut. Donc, c'est je résume un peu le topo qu'il a fait pour présenter cette expérience. Donc, il s'agit d'un groupe de 12 élèves volontaires de 6e du collège de Aschenheim, en banlieue strasbourgeoise. L'expérimentation a porté sur 5 séances, donc ça a été très court, mais on n'avait qu'un mois et demi entre le moment où je lui ai proposé cette expérimentation et puis le moment du colloque. Et ce qui est intéressant, c'est que je lui avais proposé de centrer ces ateliers philo justement sur l'évaluation de la compétence philosophique, évaluée à partir de 3 habiletés de pensée, particulièrement dire ce qu'on pense en argumentant, c'est-à-dire je dis cela parce que, hein, savoir écouter les autres positivement pour construire sa pensée, et puis je ne sais plus quelle était la troisième, enfin se questionner, voilà, se questionner, se poser des questions. Et puis, évidemment, une évaluation aussi de la prise de conscience de ses compétences.
Alors, je n'ai pas le temps de développer en détail, de décrire en détail l'expérience. Le résultat, ça a été fait au travers de ce que Claude Escaut a mis au point dans le cadre de l'association qu'il a fondée et qui l'anime encore, Graines de philo, qui fait partie des Francas, le cahier de philosophie, un cahier de philo. Donc, cahier Graines de philo, si vous voulez, ici. Et donc là, dans un premier temps, dans ce cahier de philo, on propose aux enfants 5 rubriques. Alors, c'est ce qui est marqué en bas de la fiche. J'ai pris la parole, j'ai écouté les autres en les regardant, j'ai parlé fort en regardant les autres, en regardant mes camarades, j'ai dit « je pense que », j'ai proposé une question « est-ce que » toujours, puisque le toujours indiquant l'aspect universel de la thèse. Et puis enfin, j'ai dit « je suis d'accord parce que ». Donc, il y a même 6 compétences, je crois. Et donc, il était demandé aux enfants de mettre une croix en face des compétences qu'ils estimaient avoir fait pendant le débat, enfin, ils estimaient avoir fait cela, je veux dire, c'est cela pendant le débat, et puis de ne pas mettre de croix quand ils estimaient qu'ils ne l'avaient pas vraiment fait. Vous voyez, dans cette fiche-là, l'enfant a mis des croix sur 5, sur 6. Voilà. Mais on peut dire que là, on est encore dans une évaluation qui est quand même encore peu émancipatrice, si je peux me permettre cette discussion, parce qu'évidemment, les critères ici sont proposés par l'animateur, sont écrits, et donc on coche des petites croix, on n'est encore pas très loin de l'évaluation par référentiel qui peut avoir un aspect un peu normatif. C'est pour ça que dans un deuxième temps, il a été proposé aux enfants, c'est la suivante, je vais montrer parce que c'est peut-être pas très visible. Il a été proposé aux enfants de choisir parmi toutes ces compétences l'une d'entre elles. Donc là, ils choisissaient librement la compétence qu'ils voulaient et qu'ils voulaient en quelque sorte travailler. Et ils devaient donc, pendant le débat, mettre en œuvre plus particulièrement cette compétence qu'ils avaient eux-mêmes choisie. Donc, on est là, vous voyez, déjà davantage dans le contexte du choix des critères de l'évaluation. Alors, les compétences étaient à peu près les mêmes et disons que le résultat, c'est que on peut prendre la dernière fiche parce que, voilà, c'est l'auto-évaluation. Par exemple, ce que j'ai retenu de la discussion avec mes camarades, un enfant dit dans la fiche « j'ai posé des questions, j'ai pu savoir leur avis. Ma question, je me demande si un jour je me demande si je pourrais de nouveau avoir cette expérience. » Vous voyez là, l'enfant évalue positivement, mais se demande s'il pourra, dans l'école qu'il connaît, dans le collège tel qu'il pratique, avoir de nouveau cette expérience-là. Ma première réponse à cette question, je pense que non, mais c'était de très bons moments. Donc, vous voyez, il est pessimiste, il pense que la philo au collège, ça ne se fera pas, mais que bon, c'était quand même un bon moment. Et puis, ce que je pense, alors une question plus globale, donc une évaluation plus synthétique, ce que je pense des ateliers philo, ce que ça m'a apporté, ce qui m'a manqué. Alors, l'enfant répond dans cette fiche-là, mais il y en avait d'autres, il y en avait 12. C'est des questions que je ne me posais pas avant, j'ai plus réfléchi et j'aurais bien voulu parler plus du harcèlement. Et puis, un autre enfant, Nina, et la fiche à côté, dit « J'ai retenu que c'était important de dire ce qu'on pensait. Ma question, je me demande s'il faut toujours s'entraider. » Donc là, c'est une question qui porte un peu de contenu, plus que de compétences. Et puis, ce que je pense des ateliers philo, ça m'a aidé à réfléchir sur des sujets et à savoir l'avis des autres sur ces questions. Mais je pense qu'on aurait dû en apprendre plus sur les autres. Donc, c'est intéressant, là, c'est de voir comment, à la fois pour lui, dans un atelier philo, on apprend ce que pensent les autres, alors que dans la classe traditionnelle, on n'apprend pas. Chacun répond aux questions du prof, mais finalement, ce qu'on pense profondément, il n'y a aucun moment dans une classe traditionnelle où, évidemment, les enfants ont l'occasion. Là, ils ont l'occasion, mais justement, il est resté sur sa faim. Je pense qu'on aurait pu en apprendre plus sur les autres. Voilà. Et je terminerai en faisant une comparaison. Oui, ça va, j'ai encore 2 minutes. D'accord, 2 minutes. Justement, une comparaison entre cette évaluation de la pratique philosophante dans les ateliers philo en primaire ou au collège, et puis, je suis quand même un ancien prof de philo, donc la pratique de l'évaluation de la philo dans l'enseignement philo institutionnel, c'est-à-dire en terminale avec le bac. Alors, en terminale, pour aller très vite,
La philosophie en terminale a pratiquement une seule modalité d'évaluation, tout le monde le sait, c'est la dissertation, hein, parce qu'évidemment, elle est au bac. Donc, les profs de philo sont obsédés par la dissertation et pratiquement toute l'année consiste à préparer l'art de faire une bonne dissertation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est une évaluation qui est centrée non sur la personne, sur ses compétences ou ses capacités, comme j'ai écouté les autres, j'ai été capable de poser des questions en disant pourquoi, etc., etc. Mais c'est une évaluation qui est portée sur un produit, hein. On évalue un produit, la dissertation faite par l'élève, et non pas la personne qui exerce, disons, des capacités philosophantes. Et ce produit, en plus, il est très normé. En tant que prof de philo, et puis ayant animé aussi quelquefois des réunions de profs de philo au bac, je peux vous dire que les profs de philo, ils savent s'étriper sur ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise dissertation. Ils n'ont pas introduction en plan en 3 parties ou pas. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faut faire? Poser le sujet, rappeler, etc. Enfin voilà. Donc il y a vraiment c'est presque obsessionnel, hein, chez certains profs de philo, la manière dont on doit faire ce que c'est qu'une bonne dissertation, hein. Et en plus, l'évaluation en philo, elle est très controversée. Je me souviens que quand je donnais dans l'UFM qui a précédé l'ESP un cours sur l'évaluation, justement, je prenais toujours l'exemple de la philosophie, alors qu'en mathématiques, il faut 3 ou 4 copies. C'est des études qui ont été faites en docimologie, je crois. Alors que dans certaines disciplines comme les maths, il faut 3 ou 4 copies pour arriver à une note qui soit à peu près la même, hein, en moyenne, si vous voulez. En philo, il faut 36 copies. Et moi-même, ayant été président du jury, je peux vous dire que j'ai témoin d'une même copie, notée 5 ou 6 par un prof de philo et 15 par un autre. Donc, ça veut dire que c'est la loterie, hein. Si l'élève était tombé sur un prof plutôt qu'un autre, eh bien, il aurait eu soit 6, soit 15, ce qui aurait pu quand même être très important pour son avenir scolaire et d'abord son succès au bac. Donc, voilà, là, on trouve, je crois, dans cette évaluation de la philo au bac, une sorte comment dirais-je, d'aspect caricatural de l'évaluation normative telle qu'elle a été exposée, analysée, décortiquée ici dans divers ateliers. Alors que l'évaluation telle qu'elle est pratiquée dans les ateliers philo, je ne vais pas la donner comme modèle, mais enfin, disons comme une tendance, hein, c'est évidemment que personne n'y réussit. Les critères sont proposés, mais ensuite sont choisis par l'enfant, et l'idéal, c'est que ce soit les enfants eux-mêmes finalement qui définissent les critères. Le jugement est évidemment effectué par l'enfant lui-même, et puis c'est une évaluation continuée et permanente qui n'a pas de terme assigné, de certification. C'est pour ça qu'il y a eu un débat et qui continue toujours chez les animateurs d'ateliers philo pour savoir la philo à l'école primaire, la philo en collège. Est-ce qu'il faut lui donner un programme? Est-ce qu'il faut lui donner un curriculum? Est-ce qu'il faut l'évaluer d'une manière ou d'une autre? Moi, je suis farouchement contre, hein. Je pense que les ateliers philo devraient rester en primaire comme en secondaire des espaces de liberté complète. Et donc, ce n'est pas une discipline. Pour moi, la philosophie n'est pas une discipline comme les autres qu'il faudrait évaluer selon des modes disciplinaires, hein. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce point de vue. Et c'est un vrai débat, je crois, dans les questions de philosophie à l'école et au collège. Voilà ce qu'on peut dire concernant cette question d'évaluation. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Puis, dans la discussion, s'il y a des questions, j'ajouterai peut-être 2 ou 3 petites choses. Tout à fait, merci beaucoup. Et justement, vous parliez de questions, donc ça tombe très très bien, car c'est le temps des questions. Je propose qu'on prenne en 5 petites, grosses minutes, même sur le temps de pause d'une demi-heure. Je crois qu'on ne s'en voudra pas, n'est-ce pas, si on prend ces quelques temps. Donc, à l'écrit pour les collègues à distance ou en prise de main, et à l'oral par là-haut. Je vois une question, c'est parti.